Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, levée de rideau de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine des radiodiffusions UAR. Après l'ouverture de ce mardi, les travaux en commission vont se poursuivre jusqu'au 22 septembre à Libreville en vue de préparer l'Assemblée générale de l'organisation non gouvernementale qui se tiendra à Kigali au Rwanda dans les tout prochains mois. Au Nigeria, Zanat Mustafa voit ses efforts récompensés. L'avocat a reçu ce lundi la distinction Nansen du Haut Commissariat aux réfugiés ACR pour son implication dans la libération des filles de Chibok. Vous verrez à New York, à la tribune des Nations Unies, Donald Trump hausse le ton et menace de détruire totalement la Corée du Nord si Pyongyang persiste à provoquer les États-Unis et ses alliés. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons par la page Gabon et je vous le disais à l'instant, Libreville abrite du 19 au 22 septembre la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine des radiodiffusions. L'objectif de ces assises est de préparer l'Assemblée générale qui se tiendra à Kigali au Rwanda dans les prochains mois. Le regard de Chimène Sandra Senghon, Bertin Osaga. En présence des directeurs généraux de l'Union africaine de radiodiffusion et de Gabon Télévision, ouvrant les travaux de la réunion du Conseil exécutif de l'UAR, la ministre déléguée auprès du ministre d'État en charge de la communication, Thérèse Chantal Akousso, est revenue sur le rôle accompagnateur de la radiodiffusion à l'ère du numérique. La radio et la télévision accompagnent chaque jour chacun d'entre nous dans son domaine d'activité respectif à travers leur contenu. Grâce aux apports des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, la radio et la télévision font du texte, du son et de l'image, des outils interactifs. C'est l'ère du multimédia. Celle-ci débouche sur la révolution numérique qui, comme vous le savez, modifie profondément le paysage de nos médias et surtout la manière dont nous sommes devenus, malgré nous, consommateurs et producteurs de contenus. Mis à part son rôle de concertation et de défense des droits de l'audiovisuel de service public, l'UAR a entre autres missions de former les journalistes. De par ses statuts, l'UAR a pour mission d'aider les médias à fournir et maintenir la qualité de vie et de développement à travers une excellente diffusion avec la plus large gamme de programmes et de services pour l'Afrique et pour les Africains. Concrètement, nous nous attelons au quotidien à la formation des communicateurs, l'échange des programmes, la négociation des droits des événements d'intérêt commun. Né en 2006, à la suite de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique, l'URTNA, l'UAR prône un message africain qui doit faire la promotion de l'Afrique loin des stigmates comme la guerre, la faim. Face au foisonnement médiatique sur le continent, l'Assemblée générale de Kigali, qui devrait se tenir au mois de mars 2018, a sur son ordre du jour l'inauguration du réseau d'échange des programmes entre les chaînes de télévision et radio des pays membres. Des investisseurs danois s'illustrant dans le domaine de l'énergie verte sont en prospection au Gabon. La démarche vise à contribuer au développement du pays dans le secteur. Le groupe hybride Power System veut coopérer avec le gouvernement gabonais afin de produire de l'électricité propre dans l'optique d'alimenter plus de 250 000 ménages à l'horizon 2025. Le compte-rendu de Kenny Ongori, Claire Caviarella. Le groupe danois hybride Power System, spécialisé dans la production d'énergie, souhaite apporter sa contribution à la mise en œuvre de la stratégie de développement du Gabon. Les représentants du groupe ont présenté leurs atouts en matière de construction et de développement. L'entreprise veut coopérer avec le gouvernement gabonais pour produire suffisamment d'électricité propre, verte, en vue d'alimenter plus de 250 000 ménages à l'horizon 2025. Et que vous avez l'électricité, vous avez la force. Vous avez la force de se développer. Vous avez la force que votre enfant viennent de l'école. Il arrive à la maison, il fait donc les études à la maison, ils sont à l'école et ils ont l'accès à l'Internet. Mais votre enfant ne peut pas accéder à l'Internet sans électricité. Et donc nous vous amenons, on amène la force au Gabon, aux Gabonais pour pouvoir être indépendants.
Les ambitions du groupe Hybrid Power System dans le domaine d'énergie renouvelable via le développement des systèmes hybrides de production d'énergie se greffent à celle de l'État gabonais, à en croire ses représentants. Il y aura une contrat qui va nous relier avec le Gabon et en matière de transfert de technologies. Et on va former les Gabonais, on va les amener au Danemark pour une formation en matière d'énergie verte et d'autres pays en Europe. Mais on va s'assurer qu'il y a ce transfert de technologies qui dans les années 2025, comme on précise dans les Gabons émergents, que les Gabonais sont prêts à prendre le système d'alarme. Hybrid Power System Group, dont le siège se trouve au Danemark, a décidé de s'investir dans la résolution des problèmes climatiques tout en mobilisant les ressources en faveur des initiatives prioritaires de la résilience climatique et des faibles émissions de carbone en Afrique et particulièrement au Gabon. Cette mission vise à fournir de l'électricité verte à 25 000 ménages et devrait générer 1 500 emplois verts ainsi que 3 600 postes permanents d'ici à 2025. Le ministre d'État en charge de l'économie numérique a reçu à son cabinet ce mardi les responsables de Evolving Consulting Cabinet spécialisé dans les conseils et services transactionnels dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Il était question de remettre le rapport aux membres du gouvernement sur la stratégie nationale de l'usage du haut débit. Kenny Ongouri et Fred Ndongo nous en disent plus. Voici le rapport des données sur le haut débit au Gabon. Ce document d'une 50aine de pages a été remis au ministre d'État en charge de l'économie numérique pour servir de guide dans la mise en œuvre de cet outil. Au terme de l'atelier de restitution du rapport final sur la stratégie nationale de l'usage du haut débit par le cabinet Evolving Consulting. Le rapport que nous avons présenté ce matin, c'est le rapport sur la stratégie nationale de promotion des usages du haut débit au Gabon. Et l'objectif de cette étude, c'est clairement d'identifier, de faire un état des lieux donc, des infrastructures numériques en haut débit, de regarder quels sont les aspects de régulation pour la mutualisation des infrastructures. Cette étude a permis de déceler les carences dans le domaine, mais surtout les efforts déjà consentis par le gouvernement dans le traitement des questions de haut débit. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait finalement beaucoup d'efforts qui avaient été faits, il y avait des stratégies claires qui avaient été définies et qu'il y avait surtout des investissements qui existaient au niveau du Gabon en termes de numérique, des investissements forts de l'État. Pour Alain-Claude Bilebinze, ministre d'État en charge de l'économie numérique, ce rapport permettra de faire un état des lieux concret sur la question, mais également de voir dans quelle perspective mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes consignés dans ce rapport. Donc, on va lire assez rapidement ce rapport et puis mettre en place un chronogramme de mise en œuvre des recommandations. Pour celles qui nécessitent que les textes soient pris, on prendra des textes. Pour celles qui nécessitent des amendements des textes qui existent, on amendera. Pour ceux qui nécessitent des redéfinitions de périmètre, on va redéfinir les périmètres. Vous savez, les réformes, on les impulse et le terrain indique dans quel sens aller. La mise en œuvre des résultats de cette étude devra permettre la couverture en Internet au débit de tout le territoire national, ce qui devrait faciliter également l'accès des populations aux dernières technologies de l'information et de la communication. Rencontré également ce mardi entre les acteurs du secteur tourisme au Gabon et le ministre de tutelle, la réunion visait à faire le point sur les avancées dans le domaine et de partager la vision du président de la République et du gouvernement sur ce que représente ce secteur dans l'économie gabonaise. Retrouvons Kenny Ongouri et Fred Ndongo. Placer le tourisme au cœur de la stratégie gouvernementale de diversification et de relance de l'économie, c'est avec cet objectif que le ministre en charge de ce département s'est entretenu avec les acteurs de ce secteur. Le tourisme, c'est une mine d'or en termes de création d'emplois. C'est une mine d'or en termes de développement local et développement territorial. Le tourisme, c'est véritablement l'un des piliers de la relance économique. Conscient de la tâche ardue qui lui a été confiée, le ministre veut s'entourer des textes juridiques nécessaires pour un meilleur fonctionnement du secteur tourisme au Gabon. Je n'hérite pas du néant. J'hérite d'un ministère dont mon prédécesseur avait commencé un grand travail de réorganisation juridique. Et le challenge numéro 1, c'est de faire aboutir la loi sur le tourisme. C'est à partir de la loi que toutes les déclinaisons peuvent se faire.
Plus de 85% du territoire gabonais est recouvert par la forêt. Avec 850 km de côtes bordées par l'océan Atlantique, le pays compte 11 parcs nationaux représentant 10% du territoire, 20 aires marines protégées, soit 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques couvrant 26% de l'espace marin gabonais. Ces aires protégées abritent une importante biodiversité, c'est dire que le Gabon a des atouts et du potentiel pour développer l'écotourisme et attirer les amateurs de verdure et de nature sauvage. C'est sur le thème « Ensemble pour la paix, respect, dignité, sécurité pour tous » que la Journée internationale de la paix se tiendra ce 21 septembre 2017. En attendant, plusieurs forums liés à cette semaine de la paix se tiennent au Palais du Sénat de Libreville par un collectif des ONG, organisations de la société civile. Le reportage de PJ au Pass, Hervé Aubian, rendu par Chimène Sandra Senghon. L'Organisation des Nations Unies invite les 193 États membres et les populations à des activités d'information et de sensibilisation du public sur les sujets liés à la paix. C'est dans ce cadre que plusieurs forums organisés par les ONG et organisations de la société civile se réunissent au Sénat depuis ce début de semaine pour prolonger et amplifier les avancées en faveur des droits de l'homme et de la promotion de la paix. Nous sommes dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix avec toute une série de manifestations et nous avons ouvert cette semaine par le Forum pour la paix et le développement humain durable. Et nous avons mis l'accent sur le rôle du leadership féminin parce que nous savons que les femmes sont les plus concernées par les conflits et elles sont également des artisanes de paix. Cette journée du mardi, consacrée au Forum de la paix et du développement durable, a vu la participation de plusieurs panélistes, notamment de la jeune féminine, sous différents thèmes liés à l'apport des femmes dans le processus de paix, mais aussi dans le leadership. Il a été question pour moi de communiquer la vision que moi j'ai de la politique autrement, cette politique qui met la femme au cœur de l'action, cette politique qui accorde aux jeunes sa place, parce que j'estime que la femme et surtout le jeune ont leur part significative à apporter à notre combat. Ces journées de la Semaine de la paix se poursuivent en attendant la célébration officielle de la Journée internationale de la paix le 21 septembre prochain. La paix n'est pas un mot, mais un comportement, disait Houphouët-Boigny, ancien président ivoirien. Et pour tourner la page Gabon, face à la baisse considérable de la production d'eau occasionnée par la saison sèche, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, a mis à exécution depuis le 26 juillet un plan de distribution d'eau dans les ménages. Dans une interview accordée à notre rédaction, le directeur général de la SEEG a réaffirmé la poursuite de cette mesure d'urgence jusqu'au retour à la normale. Chimène Sandra Senghon, Hervé Aubian. L'opération adoptée par la SEEG comme solution palliative à la baisse de la production d'eau occasionnée par la période d'étiage consiste à distribuer gratuitement de l'eau grâce aux camions-citernes dans les domiciles à Libreville et à Kondar. Sur la carte, la couleur rouge indique les zones en stress hydrique. Nous avons mis en place une distribution d'eau gratuite dans les quartiers, pour les quartiers qui n'ont absolument pas d'eau. Pas les quartiers qui ont de l'eau de façon alternée. Heureusement, je dirais là aussi, les pluies commencent à revenir. Ça ne se fait pas encore sentir au niveau de la rivière Nzémé, mais on peut effectivement espérer que d'ici la fin du mois de septembre, on va retrouver une situation qui va redevenir progressivement normale. Les habitants des quartiers ne bénéficiant pas des services de la SEEG reçoivent également gratuitement de l'eau. Mais la solution finale reste l'extension du réseau de distribution. Ce sont les zones là où on a le plus de fréquences de réclamation et ça correspond la plupart du temps à des points hauts. Lorsque nous desservons par exemple la zone du nord, d'Angondji, nous savons que nous allons les alimenter jusqu'à une certaine limite. Et tous ceux qui n'ont pas d'eau, nos camions-citernes sont mis à contribution pour pouvoir les desservir. En termes de prévision, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas d'eau, on apporte de l'eau au plus près pour le moment. Mais la solution, ça serait donc de faire des extensions de réseau et d'accroître les capacités de production. La SEEG devrait fournir 210 000 mètres cubes d'eau par jour. Avec la forte demande, l'on observe un déficit de 30 000 mètres cubes par jour, soit de l'ordre de 15%.
Le gouvernement gabonais projette donc d'étendre le réseau de distribution en eau afin de combler ce déficit. Poursuivons avec la page Afrique et tel qu'annoncé en titre, un avocat nigérian a reçu ce lundi la distinction Nansen du Haut Commissariat aux réfugiés ACR pour sa participation aux négociations de la libération d'une centaine de lycéennes de Chibok, souvenez-vous, enlevées en 2014 par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Dorothée Nyama s'en fait l'écho. Zana Mustafa, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet avocat nigérian a reçu la prestigieuse distinction onusienne Nansen après avoir joué un rôle crucial de médiation dans les pourparlers entre le gouvernement nigérian et Boko Haram, ainsi que pour son travail en général avec les enfants victimes du conflit dans le nord-est du Nigeria. Même 5 personnes peuvent causer des ravages. Si quelqu'un dit qu'il veut mourir, il ne s'agit pas d'un pouvoir fort. Au moment où vous mettez un appareil explosif et que vous le détonez, ce n'est pas seulement une personne que vous tuez. Vous touchez une génération entière. Vous avez l'impression que Boko Haram est fort, mais cette insurrection peut être surmontée par le dialogue. L'avocat est une figure importante dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par près de 10 ans de conflit. Il a notamment fondé l'école The Future Progress Islamic Foundation School, qui vient en aide aux enfants victimes de la pauvreté ou rendus orphelins à cause de la guerre. Ce sont mes points forts de la vie. Je suis heureux de faire ce que je fais. Je suis originaire de cette partie du pays. Je viens de Maïdougouri. Je n'ai aucune autre terre ou propriété ailleurs dans ce monde. Je sens que cet endroit est le mien. Quand une fille de Maïdougouri est kidnappée, je ressens comme si c'était ma fille biologique qui a été enlevée. L'année dernière, une seconde école a été construite dans la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri, où 88 enfants, à la fois des enfants de combattants de Boko Haram, des déplacés civils du conflit et les enfants de soldats de l'armée nigériane, étudient côte à côte. La Tunisie a reporté sine die ce lundi les premières élections municipales de l'après-révolution prévues au départ pour décembre prochain et attendues de longue date pour consolider la transition démocratique. Retrouvons Dorothée Nyama. La majorité des partis politiques tunisiens se sont prononcés lundi en faveur d'un report des élections municipales, les premières de l'après-révolution. Parmi les raisons évoquées, l'état d'impréparation du scrutin par l'ISIE, l'instance chargée de l'organisation des municipales. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISIE. La date des élections n'est pas encore officiellement connue, mais devrait, selon la proposition de l'ISIE, se tenir courant mars 2018. Nous avons accepté le report des municipales et la date proposée par l'ISIE, le 25 mars. Dans la foulée du soulèvement de 2011, les municipalités ont en effet été dissoutes et remplacées par des équipes provisoires, des délégations spéciales. Espérées depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelon local avec ses milliers d'élus. Ils devaient aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne dont la dégradation depuis 2011 irrite les Tunisiens. Du tourisme archéologique du sud de l'Égypte, Abou Aya passe l'essentiel de son temps désœuvré, assis devant son magasin de souvenirs dans le souk de la ville, malgré une reprise des réservations touristiques entraînant un léger frémissement de la fréquentation. Il n'a pas encore retrouvé le sourire. Comme lui, près de 4 millions d'Égyptiens travaillent directement ou indirectement dans le secteur avec la révolte de 2011, selon le ministère du Tourisme. Lariska Lormamingui nous en dit davantage. Avec les propriétaires des boutiques voisines, ce vendeur de 47 ans, vêtu d'une ample djellaba grise, se remémore ces beaux jours où les visiteurs étrangers affluaient par milliers. Auparavant, je n'arrivais pas à compter mon argent. Avant, l'une de mes poches était pleine de dollars et d'euros, et l'autre, des livres égyptiens. On travaillait d'arrache-pied et tous les gens travaillaient fort. Mais en ce moment, on passe l'essentiel de notre temps à lire les journaux et à bavarder. Comme lui,
Près de 4 millions d'Égyptiens travaillaient directement ou indirectement dans ce secteur avant la révolte de 2011, selon le ministère du Tourisme. Depuis le soulèvement populaire de janvier 2011, qui avait provoqué la chute d'Hosni Moubarak, les temples antiques sont désertés et l'Égypte reste plongée dans la crise économique. Le tourisme, une des principales ressources du pays, fait notamment les frais d'une instabilité chronique. Avant, les touristes dépensaient beaucoup d'argent. Ils achetaient des articles artisanaux et notamment des tapis, des papyrus et d'autres statues. Avant, il y avait de l'argent et les touristes se promenaient dans les monuments et se baladaient en calèche. Mais lorsque le nombre de touristes a diminué, et notamment le nombre de touristes étrangers, les habitants de Luxor ont commencé à souffrir. En octobre 2015, 217 passagers et 7 membres d'équipage d'un vol russe, Metrojet, au départ du Sharm el-Sheikh, ont été tués dans une action revendiquée par le groupe État islamique. Plusieurs pays européens ont ensuite dissuadé leurs ressortissants de se rendre dans certaines régions d'Égypte. Résultat, l'effondrement du secteur est spectaculaire. En 2010, l'Égypte avait enregistré un record de 15 millions de visiteurs. Ils n'ont été que 5,3 millions en 2016, selon le ministère du Tourisme, soit près de 3 fois moins. Les recettes du tourisme s'élèvent à près de 12 milliards de dollars en 2010, évaluées par la Banque centrale d'Égypte à seulement 1,3 milliard de dollars pour les 3 premiers mois de 2017. Ces revenus ont néanmoins augmenté de 128% par rapport à la même période de 2016. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord, le président français Emmanuel Macron a rencontré ce lundi son homologue iranien Hassan Rouhani pendant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, alors que les Européens, France en tête, veulent tenter à l'ONU de sauver l'accord nucléaire iranien de 2015 menacé par le président américain Donald Trump. Jamila Bengman. Les Européens, en tête desquels la France, veulent tenter à l'ONU de sauver l'accord nucléaire iranien de 2015 menacé par le président américain Donald Trump, qui ne dissimule pas son hostilité envers un texte pourtant considéré comme crucial dans la lutte contre la prolifération. L'accord de Vienne, conclu le 14 juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances mondiales comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l'Allemagne, est pourtant plus que jamais remis en cause par Donald Trump, qui le qualifie d'horrible et a promis de le déchirer. Le président américain est sollicité de toutes parts à ce sujet. À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU cette semaine, il a d'abord rencontré ce lundi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a réitéré son aversion pour l'épouvantable accord nucléaire avec l'Iran, dont il réclame l'annulation ou à minima la révision. Donald Trump s'est ensuite entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, qui, à l'inverse, a tenté de le convaincre de ne pas remettre en cause un accord qualifié d'historique lors de sa signature en 2015. Arraché après plus d'une décennie de négociations sous tension et entré en vigueur en janvier 2016, cet accord garantit la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Le président américain Donald Trump a menacé ce mardi devant l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord si les États-Unis ou leurs alliés étaient confrontés à une attaque de Pyongyang, un régime qu'il qualifie de vicieux et de corrompu. Retrouvons Dariska Lormamengi. Les États voyous sont une menace pour les autres nations et pour leur propre peuple, avec les armes les plus destructrices au monde, a lancé le président américain lors de son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, dominée cette année par la menace nucléaire nord-coréenne et l'accord de non-prolifération avec l'Iran. Personne n'a montré plus de mépris pour les autres États et pour le bien-être de son propre peuple que le régime vicieux de la Corée du Nord. La diplomatie américaine assure que Washington ne vise pas la chute du régime nord-coréen, mais Donald Trump menace régulièrement d'une action militaire. Les États-Unis sont très forts et patients, mais s'ils sont obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord, a prévenu le président américain. Les États-Unis sont prêts, disposés et en mesure de répondre militairement à Pyongyang, mais espérons que cela ne sera pas nécessaire, a-t-il ajouté.
Donald Trump a mis en garde les États qui non seulement auraient des échanges commerciaux avec un tel régime, mais fourniraient aussi des armes et un soutien financier à un pays qui risque, selon lui, de faire plonger le monde dans un conflit nucléaire. C'est un scandale que d'autres États puissent non seulement faire du commerce avec un tel régime, mais également armer, approvisionner et soutenir financièrement un tel régime qui met le monde en péril avec un conflit nucléaire. Il a estimé que c'était tout le rôle de l'ONU de gérer ce type de crise, saluant la récente adoption unanime de sanctions de plus en plus fermes contre la Corée du Nord et remerciant la Russie et la Chine qui ont donné leur aval malgré leur soutien à Pyongyang. Pas en reste le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a plaidé ce mardi pour un monde sans armes nucléaires, mettant en garde contre le risque d'une guerre avec la Corée du Nord. Antonio Guterres a aussi réclamé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies l'arrêt des opérations militaires birmanes contre la minorité Rohingya en Birmanie. Jamila Bengman s'en fait l'écho. Pour son premier discours devant quelques 130 chefs d'État et de gouvernement présents dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que la solution avec Pyongyang, la capitale nord-coréenne, devait être politique et qu'il ne fallait pas sombrer dans la guerre. J'appelle le Conseil de sécurité à maintenir son unité. Seule l'unité permettra de dénucléariser la péninsule coréenne. Et comme la résolution le reconnaît, peut créer la possibilité d'un engagement diplomatique pour résoudre la crise. Par la même occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies l'arrêt des opérations militaires birmanes contre la minorité Rohingya en Birmanie. Les autorités birmanes doivent mettre fin aux opérations militaires, permettre un accès humanitaire sans restriction et reconnaître le droit des réfugiés de rentrer en sécurité et avec la dignité. Et ils doivent également aborder les doléances des Rohingyas dont le statut est resté irrésolu depuis trop longtemps. Alors que la Corée du Nord redouble d'expérimentations nucléaires et tire de missiles balistiques, le Conseil de sécurité de l'ONU multiplie depuis cet été les résolutions imposant à Pyongyang des sanctions économiques de plus en plus sévères. Le président américain Donald Trump n'a pas jusqu'à présent montré qu'il croyait réellement au processus de sanctions pour amener la Corée du Nord à une table de négociation. Il a notamment brandi à plusieurs reprises la possibilité de recourir à la force pour faire plier Pyongyang. Et puis, l'Amérique latine agit contre la corruption. Le cas de l'Uruguay où les achats des bijoux, des shorts de bain, des appareils électroniques réglés avec de l'argent public ont forcé le vice-président Ro Sandik à démissionner, reflet d'une Amérique latine lassée des dirigeants hors la loi. Des détails avec Svetlana Gladys Maganga. L'Amérique latine fustige ses politiciens véreux, mais rien n'y fait. Le vice-président d'Uruguay, Raúl Sandik, a démissionné pour cause d'achats réglés avec de l'argent public. Le montant qui aurait été détourné serait de quelques milliers de dollars sur 5 ans, mais la polémique a enflé pendant des mois, l'obligeant à quitter son poste le 9 septembre dernier. L'Amérique latine a une longue tradition de corruption. Les raisons peuvent être très anciennes, comme la manière dont se sont mises en place les structures de pouvoir en Amérique latine. Et quand nous avons avancé vers la démocratie, les groupes de pouvoir ont tenté de maintenir leur pouvoir et c'est l'une des racines de la corruption. L'affaire Sandik a été révélée quand des journalistes ont utilisé la loi d'accès aux informations publiques de 2008 pour connaître ces dépenses effectuées avec les cartes bancaires professionnelles de la société pétrolière d'État ANCAP quand il la présidait. C'est l'un des grands risques que des sauveurs ou des figures messianiques apparaissent et que l'opinion publique, avec cette colère qu'elle a contre la classe politique traditionnelle, les appuie et leur facilite l'accès au pouvoir. Les politiciens latino-américains font désormais face à une classe moyenne mieux éduquée et plus exigeante envers ses dirigeants, aux réseaux sociaux qui facilitent la mobilisation, mais aussi à une justice plus offensive. Au Brésil, un ancien ministre vient d'être écroué après la découverte de 16 millions de dollars cachés dans des valises portant ses empreintes digitales.
Place au rappel des titres. Au Gabon, levée des rideaux de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine des radiodiffusions UAR. Après l'ouverture de ce mardi, les travaux en commission vont se poursuivre jusqu'au 22 septembre à Libreville en vue de préparer l'Assemblée générale de l'organisation non gouvernementale qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, dans les tout prochains mois. Nous étions au Nigeria où Zana Mustafa a vu ses efforts récompensés. L'avocat a reçu ce lundi la distinction Nansen du Haut Commissariat aux réfugiés ACR pour son implication dans la libération des filles de Chibok. Vous l'avez vu à New York, à la tribune des Nations Unies, Donald Trump a haussé le ton et menacé de détruire totalement la Corée du Nord si Pyongyang persiste à provoquer les États-Unis et ses alliés. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.